Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre dans le Politicia, votre rendez-vous politique sur Africa 24. André Rajoelina est officiellement le nouveau président de la République de Madagascar. Il a prêté serment ce samedi 19 janvier. Une cérémonie d'investiture en présence de plusieurs chefs d'État, mais aussi de capitaines d'industrie. Devant ce parterre d'invités, le nouveau président s'est fixé comme objectif de rattraper le retard de développement de la Grande Île. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Lala Ngoraja Orizoa, vous êtes journaliste à Mada Plus et Madagascar Média, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et avec nous également Andriana Solo Ramamambazafi, cadre du mouvement Tous Ensemble pour Madagascar, bienvenue. Bienvenue, merci à vous. Et sur ce plateau également Oumar Ba, politologue, merci d'être avec nous. Merci bien, bonne émission. André Rajoelina fait son retour à la tête de Madagascar. C'est en effet en 2009 qu'il accède au pouvoir pour la première fois à la faveur de ce qui sera considéré comme un coup d'État par l'Union africaine. Il devient alors président de la haute autorité de transition. Il quittera le pouvoir en 2014 après avoir vu sa candidature à la présidentielle invalidée. Mais déjà à cette époque, il ne cachait pas ses ambitions pour 2018. Gladys Mwamba. Le nouveau président a prêté serment à Madagascar. André Rajoelina a été assermenté le 19 janvier à Antananarive en tant que président de la République pour un mandat de 5 ans. Une cérémonie d'investiture durant laquelle André Rajoelina a rappelé ses engagements à développer rapidement la Grande Île. En 5 ans, s'il essaie de faire des coalitions, même s'il a gagné aux élections, de faire des coalitions avec les gens de son obédience politique, pour réduire déjà la fracture au niveau de la classe politique, il peut en 5 ans essayer de résoudre tant soit peu le problème. La chance qu'il a, c'est que son principal adversaire, celui qui pouvait lui mettre les bâtons dans le roue, a accepté son échec à l'issue d'un processus électoral qui est qualifié de régulier. Disque jockey de profession, André Rajoelina est élu maire d'Antananarive en 2007. Après un mouvement de contestation qualifié de coup d'État en 2009, il est investi président de la transition. Une prise de pouvoir par la force qui lui vaudra d'être boudé par la communauté internationale. C'est en 2014 qu'il quittera la présidence après que le pouvoir judiciaire décide d'invalider sa candidature à l'élection présidentielle. L'investiture du 19 janvier 2019, contrairement à la précédente, s'est déroulée en présence de représentants d'une trentaine de pays, mais aussi et surtout en présence de quelques-uns de ses rivaux électoraux. Une première pour cet État secoué par de nombreuses crises politiques depuis son indépendance en 1960. C'est un bon signe déjà parce que le processus devient de plus en plus démocratique. C'est leur prédécesseur qui l'a favorisé. Et Madagascar commence à parler un langage que les investisseurs écoutent. Et André Rajoelina, qui a déjà l'expérience d'avoir été président, a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour que les choses s'améliorent. C'est ce qu'il a fait. Et les 30 personnalités internationales qui sont venues, c'est un signe qui ne trompe pas que Madagascar est revenu dans le circuit diplomatique international. Élu avec 55,66% des suffrages et un taux de participation de moins de 50%, André Rajoelina doit principalement sa victoire au soutien des citadins, c'est-à-dire de l'électorat urbain. Le nouveau président est désormais attendu sur ses nombreuses promesses de campagne, regroupées en 4 grands thèmes, à savoir lutter contre la corruption, lutter contre l'insécurité, instaurer des mesures d'urgence pour les populations les plus vulnérables et industrialiser la Grande Île. Lala Ngo, déjà en 2014, André Rajoelina avait dit qu'il reviendrait en 2018. Pari réussi? Voilà, c'est un pari réussi, d'autant plus qu'en 2014, justement, pour l'élection précédente, il y avait eu le ni-ni, c'est-à-dire ni André Rajoelina ni son rival, Marc Ravalomanan. Donc lui, pendant les 4 ans en fait, où il n'a pas pu se préparer, où il n'a pas pu aller à l'élection, il s'est préparé justement pour 2018. Andriana Solo, quelles sont les raisons de ce succès à cette élection? Tout simplement, avant de vous répondre, je voudrais rendre hommage à mon peuple, le peuple malgache, qui a fait preuve de maturité et de sagesse donc, devant l'enjeu économique-politique donc, pour notre pays. C'est très important de le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas dans notre continent. Donc quand un pays essaie de prendre le chemin de la démocratie, il serait bien de le signaler.
Ceci étant, donc, je voudrais répondre à votre question. Vous voyez, Madagascar, c'est un pays en voie de développement. Donc, quand vous avez un programme, moi je dis bien un programme, des projets, eh bien, les gens essayaient d'adhérer à votre programme. Pour moi, c'est ça. Il a su se préparer. Il a mis du temps, 4 ans de désert politique, c'est pas rien. Et par la suite, il était prêt. Il est venu. Donc pour vous, c'est une vraie adhésion à son programme? Pour moi, c'est une vraie adhésion à son programme, oui. Parce que il y avait tellement de candidats que les gens auraient pu choisir n'importe quel candidat. Mais pour moi, c'est ça. C'est le programme. Lala Ngo, quand même, est-ce qu'on peut penser qu'il n'y a pas eu un vote sanction contre Marc Ravalomanana? Non, je ne pense pas qu'il y ait de vote sanction, parce que Marc Ravalomanana est aussi quand même très aimé de la population malgache, surtout de la capitale. La différence, tout simplement, c'est que Andry Rajoelina a eu la faveur, en fait, des autres villes de Madagascar, tout autour de Madagascar. Et cela est dû à la politique de Ravalomanana auparavant, qui a eu, en fait, comment dire ça, qui a eu un impact sur le vote des provinces. Oumar Ba, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit? D'après vous, ce vote, ce résultat de l'élection présidentielle, c'est une vraie adhésion à la personne et au programme de Andry Rajoelina? Oui, généralement, l'élection, c'est de départager. Et je crois que, comme l'ont fait mes prédécesseurs, nous devons saluer la maturité du peuple malgache, mais aussi celle de l'élite, qui a été quand même à la hauteur cette fois-ci des enjeux et des attentes de la communauté internationale, mais surtout du peuple souverain malgache, qui a fait un choix de qualité sur deux ténors de l'échiquier politique, 2 ex-présidents, chacun avait sa chance, et cette fois-ci c'est Rajoelina qui a gagné. Il faut d'abord le féliciter et l'encourager à s'ouvrir aux autres, à écouter aussi l'opposition et à travailler d'arrache-pied pour redresser le pays. Andriana Solo, le président Andry Rajoelina a un parcours singulier. Il est arrivé au pouvoir en 2009, il n'avait que 34 ans à ce moment-là, à la faveur de ce qui a été qualifié comme coup d'État par l'Union africaine. Comment expliquer que ce coup d'État ne lui colle pas à la peau et que finalement les Malgaches lui font à nouveau confiance? Et je ne comprends pas pourquoi vous me posez encore la question. Pour moi, c'est évident. Ça voudrait dire que ce n'est pas un coup d'État. C'était une... Alors, vous estimez que ça n'a pas été un coup d'État en 2009? Non, parce qu'autrement, les Malgaches ne sont pas aussi stupides. Quelqu'un qui a fait du mal, par exemple, au pays, les Malgaches ne voteront jamais pour cette personne. Lala Ngo, vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que dit Andriana Solo. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'effectivement, on qualifie de coup d'État par toutes les instances internationales, l'arrivée de Andry Rajoelina au pouvoir. Il y a eu cependant en fait des précédents au départ. Il y a eu le Madagascar a toujours été traversé par des crises. À chaque fois qu'un président voulait arriver au pouvoir, il y a toujours eu ce qu'on appelle chez nous des routes avec des grèves ou des manifestations populaires. En ce qui concerne l'arrivée au pouvoir du président Rajoelina, à l'époque, en fait, il a été dit que le président en place, Marc Ravalomanana, avait déposé sa démission et avait remis le pouvoir à l'armée au lieu de le remettre en fait au président du Sénat. Donc, considérant que ça avait été donné au à l'armée, il n'y a pas eu de coup d'État proprement dit, c'est-à-dire que c'est pas Rajoelina qui est allé chercher les militaires pour faire le coup d'État. En fait, voilà comment c'est... Oui, Oumar Ba, qu'est-ce que vous pensez, vous, de justement ce passage de 2009 où il y a eu une passation de pouvoir un peu floue finalement, parce que ça a été remis par les militaires, et maintenant cette victoire électorale? Oui, vous savez, en 2009, ça n'a pas été quand même démocratique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un rapport de force qui s'est fait au sein même des instances du système politique. Et lorsque ça passe par l'armée, c'est considéré comme un coup d'État du point de vue de la charte de l'Union africaine. Maintenant, ça peut être un coup d'État du point de vue soft, pas du point de vue hard, c'est-à-dire que les militaires n'ont pas pris les armes pour tirer sur le palais, etc. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise, mais il faut traverser cela très vite pour aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est que Andry Rajoelina a une base électorale fondamentale.
qui est la capitale d'abord. Il a été maire, c'est pas n'importe qui. Il a un réseau social, il a un réseau aussi dans la diaspora. Et cela, je crois, a compté. Son coefficient personnel a compté, son programme, les erreurs du passé ont compté. De là, il a dû bâtir un programme alternatif. De même que Ravalomanana, ils ont tous eu, ils ont donné et ils sont allés au deuxième tour. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut tout simplement les féliciter et tourner cette page pour aller de l'avant de mon point de vue. Excusez-moi, madame, j'ai pas eu le temps de m'étaler par rapport à ce que je voulais dire. Oui, allez-y. C'est, si vous voulez, je qualifie ça de révolution. Pourquoi? Parce qu'il y avait un pouvoir qui était en place et le peuple même est allé dans la rue. C'est-à-dire, il n'y avait pas de militaires qui sont venus aller chercher le peuple. D'abord, le peuple s'est mis dans la rue. Par la suite, le président en place qui était monsieur, qui est toujours, puisqu'il est vivant, qui est Ravalomanana, qui est parti et qui a démissionné. Il a démissionné. Mais ça, les gens ont essayé de l'oublier. C'est pour ça que moi, je ne peux pas adhérer à cette hypothèse de coup d'État. Parce que tout a été fait presque dans les règles. Une fois que les militaires, comment voulez-vous, vous allez regarder votre pays comme ça sans dirigeant? Les militaires, ils disent, bon, on va vous confier le pouvoir, eh bien, vous allez prendre le pouvoir. Malheureusement, la transition s'est éternisée un tout petit peu. Mais ça fait partie de la vie démocratique même, on va dire, puisque le président, il a démissionné. Comment on fait? Oui, mais en démocratie, lorsque le président démissionne, il y a la Constitution qui réglemente cela, donc c'est le président du Sénat. Si ce n'est pas fait, c'est donné à l'armée, il y a une pression sur le président à coup sûr qui a fait qu'on en est arrivé là. Mais on ne va pas chipoter sur cela, ça n'a pas été quand même le choix démocratique issu des urnes. Cette fois-ci, c'est le cas, et je crois qu'il faut saluer cela et aller de l'avant de mon point de vue de façon pertinente. S'il n'accepte pas la notion de coup d'État, on peut lui donner celle de la transition. Oui, vous voulez répondre, Par rapport au président du Sénat à l'époque, est-ce qu'il a revendiqué? Non, il n'a pas revendiqué. Est-ce qu'il a revendiqué? Oui. Voilà. Lorsque les institutions sont établies de cette sorte, ce n'est pas l'armée de gérer qui doit prendre le pouvoir, c'est le droit constitutionnel qui gère cela et je crois que ça devait être le président. L'erreur a été faite par l'ancien président parce qu'il a donné le pouvoir aux militaires. Mais le pouvoir n'appartient pas aux militaires de oui, bien évidemment. Alors vous pouvez comprendre que lorsque la transition ne s'est pas faite par les urnes, par la voie électorale et surtout par un pouvoir militaire, en général on considère que ce n'est pas une transition complètement pacifique. Mais ce n'était pas un pouvoir militaire. Ce sont les militaires qui ont eu la sagesse de donner le pouvoir à un civil. Ce n'était pas un pouvoir militaire. Non, ce qui a été dit, c'est qu'à partir du moment où ça vient... ce qu'elle veut dire, c'est qu'à partir du moment où ça part des militaires, forcément, ça a été qualifié par la communauté internationale de coup d'État. C'est pour ça, en fait, qu'à chaque fois, on a traité, en fait, le président Andradjoel de putschiste. C'est pour ça que la communauté internationale aussi avait fermé les mannes lors de son mandat pendant la transition. Mais voilà. Oui, mais... Alors, on ne va pas, de toute façon, on ne va pas refaire l'histoire en 2009. On est aujourd'hui en 2019. Andradjoel, lorsqu'il était président de la Haute Autorité de Transition de 2009 à 2013, ce n'est pas un bilan très positif qu'il a laissé derrière lui, notamment sur le plan économique. On y reviendra. Est-ce que c'est un bilan que l'on peut mettre sur le compte de l'inexpérience, Ella Laingo? Oui, effectivement, lui-même l'a admis qu'il était jeune à l'époque, mais on ne peut pas seulement mettre ça sur le compte de l'inexpérience. Il y a aussi en fait la situation à cette époque-là, puisqu'il a dû composer en fait avec les quatre partis, les quatre opposants au pouvoir. Tous les opposants, en fait, étaient membres de la transition. Donc, travailler avec plusieurs entités politiques, ce n'est pas évident. D'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, la communauté internationale avait fermé les mannes, ce qui veut dire qu'il n'avait aucune manne financière pour pouvoir l'aider en fait à passer le cap de la transition. Il a dû composer avec les moyens du bord. Donc, ça limite déjà les possibilités pour pouvoir faire avancer Madagascar vers le développement. C'est une situation de crise avec très peu de possibilités pour pouvoir avancer. Andriana Solo, il y a une grande différence entre le Andradjoel de 2009 et celui de 2019 ? Oui, je crois que oui, parce que déjà il a mûri, il a eu l'expérience, il était à la tête du pays.
Donc à l'époque, il était jeune. Aujourd'hui, il est un peu plus âgé, c'est-à-dire il a appris pas mal de choses. Il est allé visiter beaucoup de pays, il a appris. Il est allé se poser des questions, il s'est instruit lui-même. Et les contextes sociopolitiques ne sont plus pareils. Parce que, comme vous l'avez bien souligné tout à l'heure, on a été sanctionné pendant la transition. On a été boudé par la communauté internationale. Aujourd'hui, tout est en règle. Donc, ce n'est plus la même personne qui va diriger Madagascar pour les 5 ans à venir. Il a été déjà élu démocratiquement. Ça change tout. Quand vous montez au pouvoir et que vous avez été choisi par le peuple, c'est très différent. Et il y aura les aides internationales, même si nous-mêmes, on ne compte pas toujours sur les aides internationales, parce que dans notre programme, on suggère qu'on va sortir des aides internationales d'ici quelques années. C'est le but de notre engagement. On y reviendra en troisième partie. Donc, ce ne sont pas les mêmes, si vous voulez, c'est la même personne, mais il a avancé dans son parcours. C'est plus la même... Alors, Oumar, très rapidement, la configuration est complètement différente en 2009 et 2019. Aujourd'hui, est-ce que André Zouel, d'après vous, va adopter une posture, une politique complètement différente? Oui, déjà, le premier acte qu'il a posé me semble salutaire. Le fait d'avoir confirmé le Premier ministre, c'est très bien. Christian Tsai. Parce qu'il a déjà la maîtrise du dossier. Il n'a pas été là pendant très longtemps, donc il n'a pas de casseroles qui traînent. Et c'est quelqu'un qui peut accélérer maintenant directement la cadence. Et deuxièmement, il hérite aussi d'une situation macroéconomique pertinente, mais ce sera l'objet peut-être de l'autre. Tout à fait. Et nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Politicien.